De retour sur la libre antenne pour la partie 2, toujours avec Jean-Michel Vernouchet. Je pense que cette fois, c'est la bonne. C'est la bonne. C'est la bonne. Bonsoir à nouveau à toutes et à tous. Voilà, donc ils n'ont pas bougé, je pense pas. Donc ils ont, je pense, voilà, la semaine dernière, on a beaucoup évoqué justement ces attentats et leurs conséquences à Paris. Je voudrais évoquer cette semaine, là, justement, un sujet depuis hier. Évidemment, c'est les élections régionales. On a beaucoup entendu parler, nos responsables politiques, sur une éventuelle percée du Front National. Alors, je dis éventuelle parce qu'il y a, on va dire, d'autres voix discordantes qui nous disent « Oui, mais quand on ramène ça au ratio du nombre d'inscrits par rapport aux votants, etc., finalement, il n'y aurait pas plus de voix que ce qui ferait d'habitude, peut-être un petit peu plus, mais pas tant que ça. » Comment on doit interpréter, moi je dis justement ce résultat avec le tremblement de terre du premier tour où on a vu toute la classe politique, ah là là, le Front National arrive, mon Dieu. Oui, j'essaie de faire peur, de terroriser, de tétaniser. D'ailleurs, ça a été le grand jeu. On a vu Valls qui nous a même annoncé si le Front National passe, c'est la guerre civile. Mais la guerre civile, c'est eux qui la font. C'est extraordinaire. Alors, en tout cas, on sent une chose, ils n'étaient pas flambants hier soir. Non, pas trop, non. Ils disaient, ils ont senti passer le vent du boulet, comme on dit. C'est passé à côté de leur tête. Vieille expression de chez nous. Bon, le Front National a quand même fait un bond dans le domaine au niveau des voix, ça c'est sûr. C'est évident, parce qu'ils ont quand même triplé leur nombre de conseillers aussi. Je ferai observer que le système est extrêmement bien verrouillé, extrêmement bien ficelé pour faire tomber le Front National et qu'on... Alors, il y a des braves gens qui disent « Ah, mais le peuple est abruti, ils comprennent pas que le PS les a complètement trahis, que la France est au bord de la faillite, etc. » Mais bon, UMPS, comme dit le Front National. Et je parle en toute simplicité, en toute liberté d'esprit, puisque moi-même, le Front National n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Je dis pas tout à fait, non pas que je les récuse totalement, mais je suis extraordinairement, je dis bien extraordinairement critique à leur égard. Bon, toujours est-il que c'est un cas de figure bien connu. Là, mais on sent qu'il y a une poussée qui devient malgré tout difficilement contrôlable ou difficilement contenable. On avait cru qu'on avait mis, il y a eu une sorte de poussée tellurique, c'est-à-dire de poussée par en dessous, très très forte, et que le Front National était sous une chape de plomb, dans une enceinte de confinement, comme dans les centrales nucléaires. Et puis là, il y a des fuites sur le côté, donc j'y commence à avoir un petit peu peur. Mais j'ai entendu ce que j'ai entendu depuis 50 ans, depuis la mort de De Gaulle et même un peu avant. C'est-à-dire, on a entendu l'électorat, on va en tenir compte, on vous a écouté, on a compris, on va changer, alors il faut de nouvelles équipes, il faut se restructurer, il faut de nouveaux programmes. Alors le grand mot c'était de nouveaux logiciels. On va mettre... tout ce que tu dis là, c'est exactement ce qu'on a entendu hier, tous les dirigeants nous ont dit ça. Non mais je trouve ça extraordinaire, c'est ce qu'ils disent à chaque fois. C'est ce qu'ils disent à chaque fois. Mais à chaque fois, le Front National se hisse et retombe. Faut dire, je pense que le Front National n'est pas dirigé par des gens qui ont vraiment l'étoffe, ils ont l'étoffe de politiciens, mais ils n'ont pas l'étoffe véritablement de chefs d'État, de gens qui sont capables, comme César, de franchir le Rubicon et d'aller prendre le pouvoir à Rome. La seule fois où le Front National a réussi à franchir la barre, je crois que c'était en 85, mais c'était déjà terminé en 86, quand Monsieur Pasqua avait fait une révision du mode de scrutin. Du mode de scrutin. C'était la proportionnelle. Et en 85, ils avaient eu 30 députés, et ça a duré 1 an, et après, ça a été fini. Mais c'était grâce à la proportionnelle. On montre bien que quand on a justement une proportionnelle, mais une vraie proportionnelle au moment des législatives, à ce moment-là, ça modifie la carte électorale et la carte politique du pays. Alors, donc, c'est un échec pour tout le monde et pour personne. Le Parti Socialiste a réussi au moins en apparence à sauver les meubles, encore que le petit dauphin, enfin le petit protégé de Fabius, là, alors je ne sais plus quelle raison, a été rétamé. Dans le Nord, les socialistes tenaient le Nord sans discontinuer depuis près d'1 siècle.
Ils ont été balayés. Donc tout ça, ça sent, comme on dit aussi chez nous, ça sent le sapin. Ça sent le sapin. Mais qu'est-ce que cela donnera, puisqu'on est dans l'état d'urgence, qui risque d'être prorogé. Il va y avoir un aménagement de la Constitution pour trouver quelque chose de mitoyen entre l'article 16, donc c'est les pleins pouvoirs à la présidence, mais là ça serait peut-être un peu trop gros. L'article 36 qui donne, au contraire, c'est la loi martiale. La loi martiale, ils vont trouver un truc, une combine, pour resserrer un peu une sorte de Patriot Act 1 et 2 à la française, comme quoi les attentats, ça a du bon. Et ce régime, qui est en faillite complète, totale, va essayer de se sauver comme ça. Et d'ailleurs, leur grand espoir... Alors là, il ne faut pas dire que le Front National est complice. Le Front National, il a beaucoup de péchés, il commet beaucoup de péchés, mais pas tous quand même. Le grand espoir de la gauche française, c'est de se retrouver en 2017 avec Hollande face à Marine Le Pen. Et là, ils se disent que vu le cas de figure actuel, il suffira de dire c'est la guerre civile, c'est le fascisme. Les gens ont moins peur de Daesh qu'ils n'ont peur du Front National. C'est clair, c'est clair. Front National, d'ailleurs, c'est Daesh, c'est la même chose. Ils n'ont pas peur de la délinquance, ils n'ont pas peur de la grande criminalité, ils n'ont pas peur de ceci, de cela, mais ils ont pas peur de ce qui est concret, de ce qui est matériel, de ce qui les fait saigner en vrai. Ils ont peur d'idées, d'images virtuelles, comme ça. Il suffit qu'on agite des fantômes, et là, ils rentrent tous dans le rang. Donc, Hollande face à Marine Le Pen. Hollande repasse pour un deuxième tour. Pour un deuxième tour, parce que là, clairement, c'est vrai qu'on a vu ce que d'ailleurs dénonce le Front National, et ce qui valide un peu d'ailleurs au passage ses analyses sur le jeu politique, c'est-à-dire l'alliance UMPS, c'est-à-dire clairement le Parti Socialiste et les partis de droite sont alliés dans le même but. Ils sont effacés, il y a deux candidats, il y en a un troisième qui n'a pas voulu se retirer, là dans le Grand Est, il n'a pas voulu se retirer, mais il y en a deux qui se sont retirés. Donc ce qui montre qu'il y a réellement une collusion et qu'on ne dise pas que c'est pas par hasard, que les appareils n'avaient pas calculé, n'avaient pas négocié ces retraits. Qu'on ne me le dise pas, c'est pas vrai. Oui, parce que ça a paru le soir même. Donc le Parti Socialiste a fait passer et M. Xavier Bertrand et M. Estrosi. Estrosi, exactement. Alors, sans se rendre compte que M. Estrosi, en ce qui concerne le racisme, l'islamophobie, l'arabophobie... Il est pire que le Front National. Mais sans pire. Ouais, c'est ça pire. Qui m'a toujours étonné. Voilà. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et Valls avait quand même appelé à voter Estrosi, donc voilà. Ce qui montre bien la collusion, sont des acolytes. Passe-moi la rhubarbe, je te donnerai le séné. En fait, on nous parle de bipartisme, mais on montre bien ce qu'est la démocratie dans ce pays, c'est-à-dire ce n'est qu'un faux semblant, c'est une illusion, c'est un paravent, et on sait très bien de toute façon que on paye des parlementaires, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils font les parlementaires? Le Parlement n'est plus qu'une chambre d'entérinement. On entérine les fameuses, ce ne sont pas des résolutions, les fameuses injonctions de l'Union européenne, on les adapte au droit français, c'est tout ce qu'ils servent à ça. Mais ils font beaucoup de bruit, on nous montre sur FR3 le mercredi après-midi la séance publique. Enfin, ces gens nous coûtent extraordinairement cher, mais qu'on les balance. Qu'on les balance. Tout ça, c'est du cirque, et du cirque qui nous coûte extrêmement cher, au moment où les finances sont en faillite. Oui, parce que ça, c'est un des aspects qui va être, je pense, au cœur des prochaines campagnes, c'est notre appartenance à l'Union européenne et on va dire les questions de souveraineté qui s'y réfèrent, puisque on va d'abandon de souveraineté, on appelle ça d'un mot pudique transfert. Oui, transfert de souveraineté, transfert, encore mieux, transfert de compétences. Transfert de compétences. Ça veut dire que ce sont des abandons purs et simples. Non seulement l'État français ne bat plus monnaie, mais on a l'État français depuis le traité de Lisbonne, mais je crois même depuis Maastricht, n'a plus le droit d'emprunter sur son marché intérieur. Ah oui, c'était marqué dans Maastricht déjà, de toute façon. C'était marqué dans Maastricht, c'est la fameuse loi Pompidou-Rothschild de 72 voilà, ou 73, oui, qui a été sacralisée dans les traités européens. Qui a été sacralisée,
donc le Japon qui a un endettement de 170% ou 180% de son PIB est moins malheureux parce que son emprunt c'est sur son marché intérieur à lui. Alors il est endetté certes, mais vis-à-vis des citoyens japonais ou des entreprises ou des établissements financiers locaux. Nous on est devenus des esclaves, même si notre dette on paye 1% d'intérêt, c'est très peu de choses. La France est très riche, de toute façon ils savent à l'arrivée qu'ils se paieront sur la bête. Hein. Ouais. Sachant que quand même le poste de la dette est passé au premier plan des postes budgétaires. Je crois que c'est 60 milliards par an. Oui, juste avant ou après l'éducation nationale. C'est quand même extraordinaire. Non mais je ris parce que je suis assez sévère en ce qui concerne l'éducation nationale. Ouais. Quand j'appartiens à une génération, on va pas dire que c'était mieux avant. On se mettait en rang dans les couloirs, on se levait quand les professeurs entraient au lycée, on se levait quand ils arrivaient. J'ai connu ça encore. Mais on apprenait le français. Moi, on apprenait à lire, à écrire, parce que on a l'impression de gens qui sortent, ils ne savent même plus lire, plus écrire, plus. Non pas que la population soit plus bête, mais enfin, il est beaucoup plus démuni, parce que demander à la population ordinaire de lire des textes de loi, des textes compliqués, comme la Constitution, pourtant rédigés dans un langage normalement universel, les gens ne le peuvent plus. Il leur faut des trucs simples, de plus en plus simples. Et ça, c'est quand même un danger, parce que la maîtrise du langage, c'est aussi le fondement même, à la fois de l'être et de la liberté. Et ça a été enlevé. Donc on voit bien qu'il y a quand même j'ai envie de dire, un agenda qui se cache derrière. On parlait du nivellement par le bas. Nivellement par le bas, ouais. Nivellement par le bas. Et ça a été quand même la contribution de tous les gouvernements. Pourquoi depuis De Gaulle et même avant De Gaulle, il y a eu des lois, il y a eu la loi, ou en tout cas le rapport Langevin-Vallon, qui était deux communistes, et De Gaulle, je crois, qui était un homme extrêmement éclairé, le pauvre, avait dit en parlant de la culture, laissons ce hochet à la gauche. Ce hochet. C'est pas un hochet, si vous tenez la culture, vous tenez tout, parce que vous tenez les esprits. Or, on voit bien que les guerres qui nous sont faites sont des guerres de l'esprit, sont des guerres de l'intelligence, sont des guerres des mots. Là, l'exemple même, c'est ces dernières élections. On a fait, en une semaine, il y a eu une déferlante pour matraquer, de matraquage, pour dire attention, c'est le danger, c'est le chaos, c'est la guerre civile, c'est le racisme, c'est, il y aura plus de subventions pour les théâtres, comme si l'économie française reposait uniquement sur le théâtre. On va fermer ils n'ont pas osé dire on va fermer les crèches. Mais le planning familial sera menacé. Alors apparemment Marion Maréchal Le Pen a fait une gaffe de ce point de vue. Mais c'est vrai que le Front National s'est toujours déclaré contre l'avortement de confort. C'est vrai que l'avortement n'est pas un moyen, il doit pas être un moyen de contraception. Voilà, on est sur la même longueur d'onde. Vraiment, je vous en dis merci parce que c'est pas un moyen de contraception. C'est quelque chose de grave. On voit toujours des femmes rayonnantes. Moi, je me suis fait avorter 3 fois, mais on voit pas toutes celles aussi qui sont ravagées, dont la vie est démolie. Il y avait, paraît-il, un intéressant documentaire allemand sur la question. Arte a interdit la diffusion. D'accord. Par idéologie, là. Par idéologie. Nous avons affaire à des idéologues. Guerre de l'esprit. On détruit ce que l'on vise. C'était primitif de tuer les gens d'une balle au sortir des tranchées. Maintenant, on vise, on leur flingue la cervelle. C'est beaucoup plus efficace. Parce que là, on assiste, en plus, toi qui es un peu spécialiste de ces questions-là, mais justement, on assiste à une véritable propagande dans tous les domaines. Propagande concernant les guerres, propagande idéologique concernant les sujets sociétaux, propagande... Les pauvres criminels qu'on relâche, parce que finalement ce sont des victimes de la société. Manque de chance, c'est que je parle de vrais criminels, je parle pas des petits délinquants, je parle des criminels violents ou des délinquants ultra violents. C'est qu'ils recommencent dès qu'ils ressortent. Pourtant, on leur a donné leur chance. Il faut savoir qu'en prison, quand Madame Taubira veut, au fond, c'est très bien. Il n'y a plus de criminels, il n'y a plus de crimes, puisque vous supprimez les prisons. Et la peine. Jusqu'à moins de 5 ans, il n'y a rien. Donc, vous dépénalisez également la drogue, donc c'est plus un délit, puisque c'est dépénalisé. On peut faire beaucoup de choses comme ça, mais par contre, le tabac, lui, il va être pénalisé. Le pinard aussi, peut-être bien. Donc,
On supprime le crime en supprimant les criminels. Il n'y a plus de criminels, il n'y a plus de prison, il n'y a plus de criminels. C'est très bien, sauf que il faut savoir qu'aujourd'hui, il ne se trouve dans les prisons que des hommes ou des femmes condamnés à des peines lourdes et multirécidivistes. Un primo-délinquant n'est jamais incarcéré. Sauf s'il commet un crime contre la pensée. Ouais. Sauf s'il ose dire des trucs qui ne conviennent pas. Je pense à un drôle de type qui est un peu provoquant, peut-être le dénommé Vincent Renoir, qui a fait quand même 1 an de prison, là où un violeur ne les aurait pas fait. Voilà. Ça, quand même, ça démontre quand même quelque chose. Ça dit quelque chose quand même sur notre système en général. C'est-à-dire que quelqu'un qui apporte des idées, voilà, après, qui suscite un débat, normalement qui devrait être de l'histoire, du domaine de l'histoire, à tort ou à raison. Voilà. On va pas trancher ici. D'ailleurs, c'est pas notre rôle. Mais en fait, qu'on lui ferme le bec, qu'on lui cloue le bec, en lui disant tu vas en prison si tu oses l'ouvrir. Mais si les gens d'en face avaient un dossier aussi solide que ça, ils s'en ficheraient. Après tout, au fond, on ne condamne pas, on n'envoie pas en prison les imbéciles ou les fous ou les simples d'esprit. Si c'est un tel imbécile, s'il ne dit que des bêtises, pourquoi ne le laisse-t-on pas les dire ? Il aura 300 personnes pour l'écouter, et alors qu'est-ce que ça fait ? Non, mais là, on sent qu'il y a une volonté de le faire taire, en tout cas, que Vincent Renoir n'est pas le... il est devenu presque... Enfin, puis il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, mais ça se contribue... Et ne parlons pas de l'Allemagne. Oui, parce qu'en Allemagne aussi, il y a une chasse aux opposants. Lors des gens qui sont condamnés à des années de prison... et qui, au moment de sortir de prison, sont recollés en prison, des vieillards, tout simplement, pour délit. On en revient à George Orwell, 1984, il faut que ceux qui ne l'ont pas lu le lisent d'urgence, ou le relisent. Crime contre la pensée. On n'a pas le droit d'avoir une pensée qui est étiquetée comme déviante. Comme déviante, qui va contre l'idéologie dominante. Donc il faut en profiter. Profitons de notre soirée. C'est peut-être la dernière, je sais pas. J'ai vu des propositions qui allaient dans ce sens, puisque maintenant on a... des responsables politiques qui proposent de condamner ce qu'ils appellent le conspirationnisme, c'est-à-dire que toutes les idées déclarées déviantes par la doxa, seraient des idées on n'aurait pas le droit de porter un regard critique ou de se poser des questions. On n'aurait pas le droit, comme dans Interstellar, de dire que le voyage sur la Lune n'était pas quelque chose de possible à l'époque. D'ailleurs, c'est pourquoi on n'y retourne pas, et on n'y retournera pas avant au moins une quinzaine d'années, si on y arrive. Je voyais d'ailleurs une vidéo, mais qui est ancienne déjà, d'un jeune ingénieur de la NASA, en disant, alors il nous parle des fameuses ceintures de Van Allen, en disant, mais là on peut envoyer des matériels au-delà, mais en les protégeant, parce qu'il y a des boucliers quand même, mais pour les humains ça marcherait pas, on n'a pas encore trouvé la parade. La vidéo est sur la toile, on la trouve, elle est là depuis 2014, et il le dit bien, la 3e seconde, 3 secondes 20, 3 secondes 40, il explique ça, il dit mais non, on peut pas, on n'a pas encore trouvé les parades. Donc si on n'a pas trouvé les parades, c'est qu'on les avait pas dans les années 70. Ouais. Et donc ça veut dire qu'on s'est fichu de nous. C'est quand même très grave. Parce que beaucoup de gens pensent. Parce que ma génération, ça l'a quand même fait énormément rêver. On regardait avec admiration, c'était Tintin sur la Lune, c'était un rêve, un vieux rêve de l'humanité qui s'accomplissait. C'était plus encore que la découverte du Nouveau Monde par les Caravelles. C'était quelque chose qui nous a marqués, mais profondément. Donc on n'a pas le droit de briser les rêves de plusieurs générations. Vous venez après dans un autre monde, mais pour la mienne c'est impardonnable ce genre de tricherie. Oui, parce que il n'y a pas eu que celle-là. Il n'y a pas eu que celle-là. Toujours, justement, Enfin, je n'ai pas dit qu'on ne vienne pas me faire dire que j'ai dit que les Américains n'y étaient pas allés. Ouais. Je dis que malheureusement, on a des éléments de suspicion. Des suspicions, comme quoi ça aurait pu être un film, légitime. En tout cas. Et que maintenant, même le grand cinéma hollywoodien commence à lâcher la vérité morceau par morceau. Justement, parce que les médias donc, qui traitent du phénomène justement sur Internet... C'est pas du whisky, hein, non, c'est pas du whisky. Hélas. Donc ils nous parlent souvent justement de conspirationnisme, de complotisme.
c'est une façon un peu de jeter comme ça le discrédit sur tout un tas de gens qui vont poser des questions ou remettre, en tout cas en question par certains éléments, ou même tout simplement se poser des questions. On ne peut pas traiter tout le monde d'antisémite ou de fasciste ou de néo-nazi ou de je sais pas quoi. Donc on dit qu'ils sont conspirationnistes. Voilà. Donc dès lors qu'on est un peu cartésien et qu'on utilise sa faculté de raison critique, d'un point de vue méthodique, là on entre dans le domaine, dans la zone d'ombre, la Twilight Zone du conspirationnisme. D'accord. Et alors il y a quand même une méthode qu'il faut bien noter, c'est qu'aussi on noie les sites soi-disant dissidents, sont noyés par donnent des informations sérieuses. Tout d'un coup on va voir apparaître un truc sur les reptiliens, sur les Russes qui auraient eu des contacts avec les extraterrestres, qui donc discréditent complètement toute réflexion, toute pensée. Quand on voit ça, on dit oh non, ça va trop loin. Vous voyez, on pousse la quête de la vérité, on la pousse jusqu'à l'absurde de l'absurde. Et donc ainsi on détruit. Il existe beaucoup de méthodes pour. Il n'y a pas que la prison. Parce qu'on voit qu'il y a aussi, alors là, pour le coup, maintenant on le sait puisque Valls en a parlé, qu'il allait embaucher des gens pour, on va dire, changer l'opinion sur Internet. On a vu que l'Union européenne le faisait. Donc il y a des véritables gens qui sont payés pour venir sur les réseaux sociaux, essayer d'influer l'opinion. Alors, je ne veux pas citer un petit pays, mais où il y a des gens de tous horizons, des laïcs, même j'imagine qu'il y a des athées chez eux, des religieux et autres. Il y a de véritables écoles où on leur apprend à intervenir sur les forums, dans le courrier des lecteurs des journaux, à modifier Wikipédia, et on voit que Wikipédia c'est une matière qui est constamment brassée, qui est constamment remaniée. Dans les journaux, je connaissais comme ça un personnage qui écrivait 2 ou 3 fois par semaine au Figaro. Certaines fois, on le passait, et quand un rédacteur en chef voyait telle lettre plus ou moins incisive, ça leur foutait les jetons, les rédacteurs en chef. Donc ça orientait, ça influait sur leur ligne éditoriale. Les courriers des lecteurs, c'est l'air anodin, mais et nous ne sommes pas organisés comme ça. Et je vous dis, il y avait des écoles, des ateliers qui constamment pour intervenir, pour reprendre, pour corriger, pour dénoncer, pour injurier aussi bien. D'ailleurs, on le voit, on en repère sur certains forums. Ils viennent semer la zizanie exprès. Exactement. C'est le bon mot, zizanie. Oui, parce que donc ça veut dire que finalement l'influence aujourd'hui, c'est une façon de reconnaître quand même l'influence de ces réseaux, des fameux réseaux sociaux. Écoutez, heureusement que les monstres qui nous dirigent ne sont pas omnipotents, sinon ça serait dommage pour nous, ça serait triste, on n'aurait plus aucun espoir. Heureusement qu'ils sont aussi des faiblesses, que ce ne sont que des hommes. Et d'ailleurs, je dis souvent, ils ne sont pas si intelligents que ça, contrairement à ce que l'on pense. Il ne faut pas leur reconnaître le génie du mal. Par contre, ils sont malins. Et malin, en français, c'est le malin, c'est le diable, c'est Shaitan. Ils sont malins, c'est-à-dire qu'ils sont rusés, ils ont l'art du mensonge. Nous, dans des sociétés, on a plutôt tendance à être véridique, où ce qui est mis en avant, c'est plutôt la bonne foi, la bonne volonté, la bonne foi. Des gens qui vous manipulent, qui manipulent par le mensonge. Alors on s'en rend compte, on ne s'en rend pas compte, on est bien élevé, on n'ose pas trop le dire, mais goutte à goutte, vous savez, comme le supplice chinois, ils finissent par briser les roches les plus dures avec goutte à goutte de mensonges, mais ils sont pas si malins que ça. Parce que là, il faudrait inventer un prix Nobel du mensonge. Prix Nobel du mensonge, j'aurais du monde sur la liste. Parce que ce qu'on a remarqué en plus ces derniers temps, c'est qu'il y avait des revirements. Donc revirements, on l'a évoqué tout à l'heure, évidemment de la politique étrangère de la France en Syrie, mais revirement aussi du discours journalistique sur le sujet. Parce que là, d'un seul coup, on admet la présence de djihadistes, de groupes terroristes sur place. Alors le financement du Qatar, l'Arabie, c'est pas encore au premier plan, mais quand même, ça fuite. Alors, c'est pas parce que les journalistes sont devenus un coup de
honnête. Oui. La plupart, il y a des pauvres types, il y a des ignares, des paresseux, tout ce que l'on veut. La paresse, la bêtise, l'ignorance, la lâcheté étant des grands moteurs de l'histoire de façon générale. Non, c'est pas que les journalistes qui sont pour les plus en vue des menteurs professionnels. Je crois que c'est le terme qui convient, des menteurs professionnels. C'est leur métier. Leur métier, c'est de mentir, ne serait-ce que par omission, en cachant les faits, en les taisant. Ce que l'on disait tout à l'heure à plusieurs reprises. Non, ils établissent des pare-feux. C'est que le système est en train de craquer. Donc, sont des lignes de repli. Je vous le disais, les Nations Unies disent ouvertement qu'aujourd'hui, le démantèlement de l'Arabie Saoudite est à l'ordre du jour. Ouais. Bon, le Qatar, on n'en parle pas, c'est tout petit, hein, c'est une sorte de cité-État. Donc, aujourd'hui, il y a un changement de stratégie aussi aux États-Unis. Est-ce que ça va repartir peut-être dans l'autre sens si Clinton est élu? Parce que Clinton, c'est une méchante et c'est une dure. Oui. Faut pas oublier, elle veut la guerre contre l'Iran. Elle veut la guerre totale. Semble-t-il, il y a même des différences, on va dire, entre elle et Obama quand elle était secrétaire d'État, sur laquelle... Hier soir, j'avais commencé à regarder Robocop 2014, ouais. Et ça démarre par une opération de police dans Téhéran. Freedom, Free Téhéran. Oui. Freedom Téhéran avec des robots salam aleikum. Oui, c'est assez extraordinaire. Donc ça annonce, de même que le film, comment s'appelait-il, le joli film de science-fiction de Cameron, qui se passait sur une planète. Avatar. Avatar, voilà, dans Avatar. Si vous faites attention, au début, il y a un ancien combattant qui a fait la guerre du Nicaragua. Ouais. Non, pas du Nicaragua. Excusez-moi, du Venezuela. Du Venezuela. Hollywood nous annonce des tas de choses. Ouais, ouais. Interstellar, la Lune. Là, on nous annonce la guerre comme si elle était déjà faite. C'est de la fiction, de la science-fiction, mais ça veut dire qu'ils y pensent sacrément. Oui, ça veut dire que ça reste une des possibilités. Et donc, on conditionne déjà, on prépare les opinions publiques. Oui, parce qu'on sait que... ça, c'est une citation d'un haut responsable américain qui disait « Le Pentagone et Hollywood, nous avons le même ADN ». Parce que finalement, c'est vrai qu'Hollywood a toujours servi à préparer un peu les guerres, l'esprit. Et le Pentagone finance Hollywood aussi. Oui, tout à fait. Ils injectent de l'argent. Ils injectent de l'argent. J'ai lu que, par exemple, pour des scénarios puisque souvent, évidemment, à Hollywood, on a besoin de beaux plans avec des F-16 ou du matériel militaire, ils font appel au Pentagone. Ils ouvrent leurs bases, ils mettent à disposition leur personnel. Il y a une seule condition, c'est que le Pentagone, semble-t-il, doit lire le scénario et il doit aller quand même dans le sens il passe de l'idéologie qu'on veut dire. Il passe des messages, intoxication, il passe des messages. Et pas seulement subliminaux, il y a des messages qui passent. Donc là, il y a une préparation des esprits, véritablement, nous préparer. Ouais. De toute façon, la guerre de l'information, la guerre des communiqués, la désinformation étant une arme de guerre par excellence, et le mensonge aussi. Autrefois, c'était le feu de l'artillerie qui préparait le terrain. Une fois qu'on a gagné la bataille de l'information, on peut lancer les troupes et les avions. Mais d'abord, il y a une préparation, un feu intense de l'artillerie désinformatrice. Et à chaque guerre de l'OTAN, on a remarqué justement cette même préparation, c'est-à-dire diabolisation d'un adversaire, préparation des masses via les médias qui nous font toute une propagande. Quand je dis propagande, c'est parce que, par exemple, on va reprendre le cas, par exemple, de la guerre en Libye, on a bien vu que ça a parlé, ça a fait la une des journaux pendant quasiment 1 an, voire 2 ans. Aujourd'hui, on n'entend plus parler du tout. Il n'y a même plus une ligne, plus rien, comme si ça avait disparu. Alors qu'aujourd'hui, c'est le chaos absolu, c'est les guerres tribales, Daesh envoie des troupes, c'est pas beaucoup, mais enfin c'est 2-3 000 hommes, mais c'est déjà ça. C'est le désordre le plus total, il semble que 2 tiers de la population ait fui le pays, c'est-à-dire que le pays est même vu ses habitants. Ou vers la Tunisie ou vers l'Égypte, qui se portent déjà mal. Donc, et le Maghreb, un de ces jours, à ce rythme-là, va nous péter également à la gueule. Ouais. Parce que justement, dans ces printemps arabes, comme certains parlaient même d'hiver arabe, on l'a surnommé ainsi, donc avec des renversements de régime un peu partout en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient. Sauf que ça, vous remarquerez quand ils sont malins mais pas intelligents. Ouais. Ils sont vicieux, ils ont des plans pervers, mais ça marche pas. Ça marche pas.
ils ont essayé d'installer les frères musulmans. Ça a duré 1 an en Égypte. Ça a duré 6 mois ou 1 an également en Tunisie. Alors, les frères musulmans sont toujours partie prenante du nouveau régime, du nouveau gouvernement. Mais c'est plus eux qui ont le pouvoir. Erdogan pensait rétablir une sorte d'influence turco-ottomane, néo-ottomane. Il est allé soutenir Enarda en Tunisie, il est allé soutenir les frères musulmans en Égypte. C'est lui qui a financé l'armée syrienne libre et autres, qui étaient des frères musulmans. Ouais. Les frères musulmans, on le dit pas, mais ce sont des frères musulmans. Ça a foiré. Et là, il est en train de jouer sa tête, Erdogan. Il multiplie. Là, il vient d'installer, lui, qui abat un avion russe, qui a survolé au mieux 17 secondes sa frontière, je dis bien 17 secondes, donc il fallait qu'il y ait des gens, des chasseurs en embuscade pour le tirer. Et ils connaissaient le plan de vol, et les Russes avaient eu la sottise de donner leur plan de vol aux Américains. Ouais. Donc les Américains l'ont communiqué à leurs alliés de l'OTAN. Donc il y avait des avions vraisemblablement en embuscade pour le descendre. Oui, parce qu'il paraît qu'ils venaient de 1 heure, leur base était à 1 heure de... Voilà, la base d'Inchirlik qui n'est pas tout à fait à côté. Voilà. Mais les Turcs de leur côté violent en permanence l'espace aérien syrien, enfin jusqu'à l'intervention et l'arrivée des Russes, mais irakiens, puisqu'ils vont matraquer les positions des Kurdes et pas seulement des gens du PKK en Irak. Et là, ils viennent d'installer carrément une base, un camp sous couvert d'entraîner des Kurdes. Oui, voilà, apparemment ils ont envoyé tout un tas de soldats. Oui, mais sous couvert en disant non, on ne se retirera pas. De même qu'on ne présente pas d'excuses à l'état-major russe, on ne présente aucune excuse. Oui, c'est regrettable pour les familles, mais on ne présente pas d'excuses. Oui, on n'a pas de réaction un peu. La Turquie, sa réaction première, ça a été on convoque l'OTAN. Et alors, ce qui est le plus grave, c'est qu'à la suite de ça, on reçoit Monsieur Davutoglu, David. Davutoglu et Monsieur Erdogan, on les reçoit à Bruxelles. Il y a 28 chefs d'État et de gouvernement qui sont là. On leur baise le cul. On leur offre 3 milliards, soi-disant, pour qu'ils arrêtent des flots d'immigration, alors que la Turquie nous envoie, c'est une arme de guerre contre nous. C'est une arme de guerre, ouais. C'est une arme de guerre, et à la suite de quoi, d'ailleurs, le Danemark va envoyer l'un des plus beaux fleurons de sa marine de guerre, qui était le long des côtes somaliennes pour lutter contre la piraterie, va l'envoyer en Méditerranée orientale pour protéger cette malheureuse Turquie dont la sécurité est menacée par la méchante Russie. Parce que cette affaire, elle est quand même assez incroyable. Donc parce que les Turcs ont demandé aussi à mettre dans la balance leur adhésion à l'Union européenne. Oui, enfin la reprise des négociations. La reprise des négociations. Nous-mêmes. Oui, voilà. Donc on sent bien que la Turquie a un peu, on va dire, je dis un peu, c'est un euphémisme, mais manipulé cette affaire. C'est-à-dire qu'un peu, ils ont mis la pression sur les Européens. Non, mais il a qu'à regarder la tête de M. Davutoglu, il est hilar. C'est Laurel avec Hardy Erdogan. Il est très content de lui, ils sont très heureux. L'OTAN les soutienne, l'Europe a déclaré sa solidarité. Pourquoi gêner? Donc c'est ça la Turquie. Sauf qu'à mon avis, ça va pas se passer comme ça. Je vous donne une information, mais qui vient d'être confirmée. Il y avait des troupes pour des attaques antimissiles, des batteries antimissiles, S-300, pas S-400, S-300, à la frontière turco-arménienne. Les Russes envoient 8000 hommes supplémentaires, donc on va passer à un effectif de 12 000 hommes susceptibles d'intervenir au sol ou de diriger les opérations très dures. Donc il y a un front qui se prépare de ce côté-là. Donc, vous voyez, il y a l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh, l'Arménie. Ouais. Tout petit pays, mais soutenu par la Russie, par la Grande Russie. Ouais, il y a également des affrontements actuellement au Haut-Karabakh. Les Arméniens répliquent, puisque le Haut-Karabakh est une espèce d'entité vaguement autonome, qui est à la fois arménienne, mais qui n'est pas rattachée officiellement à l'Arménie. Donc là aussi, il y a un front qui se prépare. Actuellement, c'est les Turcs ont eu la velléité de fermer les détroits. C'est le détroit des Dardanelles et le détroit du Bosphore. Ils ont hésité, ils ont reculé. Donc là, il y a de nouveau des navires de guerre et des navires ravitailleurs russes qui arrivent. Le dispositif se renforce. Tout ça est aussi profondément inquiétant. Alors je pense qu'Obama,
téléphone à Poutine, et que ni l'un ni l'autre ne veulent d'affrontement. Mais il y a des fous comme Erdogan. Il y a des fous, il y a des gens incontrôlables. Erdogan fait partie des gens devenus incontrôlables. Et c'est pas les 3 milliards de Bruxelles qui vont acheter ce mégalomane, qui vont le calmer. Exactement. Parce qu'en plus, Erdogan, ça, ce sont des preuves qui ont été amenées par le gouvernement russe, est complètement impliqué, complètement mouillé dans le trafic de pétrole de Daesh. Ça se sait de plus en plus. On le savait depuis longtemps. De toute façon, par où serait le pétrole? Il faudrait qu'il passe par quelque part. Il s'évapore pas, il prend pas un tapis volant. Bon, même sa famille, le fils Bilal, voilà. Et l'État profond qui lui aussi se sucre au passage, aux frontières. Des techniques, on raffine légèrement le pétrole, c'est-à-dire qu'on le chauffe, donc ce n'est plus du pétrole mais c'est un sous-produit, on le mélange à du pétrole extrait dans les puits de Kirkouk ou d'ailleurs du Kurdistan autonome, donc il perd son identité, à l'arrivée, à l'embarquement sur les navires, le prix a doublé ou triplé, au départ c'est acheté $15 le baril, c'est revendu à 40, ça part en Israël. Oui, puisque vous m'en parlez, ça part en Israël, et là c'est réexporté vers l'Italie, vers l'Europe, éventuellement vers la France d'ailleurs. On rachète puisque c'est devenu du pétrole anonyme et que ce sont les opérateurs de marché qui vendent les cargaisons, donc on entre dans le jeu libre du marché. Alors les Américains sont quand même des gens rigolos, qui nous font quand même, qui sont fortement amusants. Ils disent, ah mais nous on ne pouvait pas bombarder les camions parce que ça aurait pu faire des dommages à l'environnement. Et puis il y aurait pu, c'est les mêmes mecs qui bombardent les hôpitaux en Afghanistan, mais qui vous disent, ah non, il y aurait pu y avoir des dommages collatéraux. Donc c'est pour ça qu'on s'est abstenu, ça aurait pollué, il y aurait eu des dommages collatéraux, et puis ce pétrole permet aux populations de vivre, donc elles auraient été affamées, parce que comme si ça les gênait. Mais les mecs, ils n'ont pas peur de sortir des arguments aussi cons. Et ils prennent vraiment, il y a quand même, il y a des mecs, il y a des têtes d'œufs, des crânes d'œufs dans les bureaux, qui prennent vraiment la population générale pour beaucoup plus bête qu'elle n'est. Ouais, parce que ça, ces mêmes camions, ces mêmes convois de ravitaillement, eux ont été bombardés par les Russes, qui, voilà, eux n'ont pas. On a vu des convois de plus de 1000 camions. Voilà. Parce que ça faisait des films ininterrompus de dizaines de kilomètres. Voilà, de dizaines de kilomètres entre l'Irak, la Syrie et la Turquie. Moi-même j'ai écrit, j'avais dit 1 milliard de revenus, 1 million de dollars par jour, c'est plutôt 1,5 million, voire 2 millions par jour. Donc si on touche Daesh au portefeuille, il n'y a plus de Daesh. Voilà. Parce qu'en plus on les rend autonomes, c'est un peu bizarre comme jeu, on leur donne beaucoup d'argent, ils deviennent un peu... voilà, on a l'impression c'est quoi Puis les Américains donnent des armes à Al-Nosra, mais Al-Nosra les refile à Daesh, parce qu'ils se les revendent ou si ils se les revendent, ou ils se les refilent ou ils se les revendent. J'ai lu ça dans le livre de Jean-Louis Zambert, où justement il explique très bien que les armes qui sont fournies en fait sur le terrain, finalement on n'a pas un véritable contrôle sur qui fait quoi, on leur livre des armes, puis ensuite c'est revendu. Une société israélo-américaine de Floride qui a vendu une des armes aux tueurs de Bataclan. Enfin, à eux ou à d'autres. Mais enfin bon, c'est quand même étonnant de retracer le parcours de ce type d'armes. Parce que là, on est en train d'inonder donc d'armes ce Proche-Orient. Proche-Orient, tu reviens du Proche-Orient en plus, justement. Quelle est la situation justement en Syrie à l'heure actuelle ? Si les Russes n'étaient pas intervenus, le régime tombait, ou presque. Par Daesh, par non, Al-Nosra. Par Al-Nosra. Et l'armée syrienne libre, il faut savoir qu'à Damas même, il y a des quartiers qui sont encerclés par l'armée. Mais c'est calme, il n'y a plus de combat. À l'intérieur de ces quartiers, quand je dis ces quartiers, ce sont vraiment des quartiers, comme Sarcelles, où c'est immense, ou Saint-Denis. Les hommes à l'intérieur sont en armes, et sont des frères musulmans, et bien qu'ils s'en défendent, ils disent non, on n'a rien à voir avec eux. Et alors donc on entre et on sort. Le gouvernement tient un certain nombre de prisonniers en otage, il faut bien connaître, de prisonniers, donc pour qu'ils se tiennent tranquilles. J'ai rencontré l'un des commandants de ces camps qui se plaignent, comme tous, ils se plaignent de tas de choses. Mais ce qui veut dire qu'il y a quand même la situation est encore extrêmement tendue. Il faut savoir que les combats se déroulent, par exemple, dans le quartier, ça va me revenir, à 2 kilomètres du centre-ville.
Et quand ça pète fort, il y a des passages entre les immeubles, il vaut mieux pas se trouver sur certaines grandes avenues, ça arrive jusqu'à la maison de la télévision, ça peut tuer des gens, il y a des roquettes, des missiles qui peuvent tomber dans certaines grandes avenues. D'accord. Et ça pète, quand je suis arrivé à Damas, la première chose que j'ai entendue, c'est le canon. Mais on m'avait dit, moi je croyais qu'il y avait dans la Ghouta orientale, là il y a eu aussi des attentats, il y a eu des bombardements, mais je me disais c'est à 20, 30, 40 km de Damas. Non, c'est dans Damas même. Le quartier chrétien est au bord des combats. Quand on est dans le quartier chrétien, on entend les rafales des armes automatiques. Alors, j'entendais un journaliste aussi, parce que c'est curieux, ils savent très bien ce qui se passe du côté des rebelles, ils savent pas du tout ce qui se passe ailleurs. Ils disaient, Hobbes, on a vu, les télévisions nous ont montré des autocars avec justement des gens de l'ASL, de l'armée syrienne libre, on voyait leur calache derrière la vitre et qui étaient exfiltrés. Et on dit, ah oui, mais le journaliste disait, ça s'est déjà passé à plusieurs reprises, mais on n'en parlait pas parce que c'était pas une aussi grande ville que Hobbes. Bah, je viens de vous dire que ça se passe à Damas même. Mais où sont-ils, ces journalistes? Quel métier font-ils? Parce que ça, c'est dans Damas. Ça veut dire qu'il y a des quartiers donc, de Damas qui ont été quand même. Alors, c'est pas le centre de Damas, mais c'est juste à la périphérie de Damas. À la périphérie, je pense. Non, je veux pas dire. Je m'oriente difficilement. L'ouest, sud-ouest, par exemple. Mais c'est quasiment. C'est comme par rapport à Paris, c'est Aubervilliers. C'est Aubervilliers, ouais, voilà. Oui, même plus proche qu'Aubervilliers. Voilà, ça vous donne. Et Damas, c'est une grande ville. C'est 7 millions d'habitants, plus au moins 1 ou 2 millions de réfugiés. Donc c'est pas une petite ville. Paris, intramuros, c'est seulement 4 millions d'habitants. Ça vous donne la comparaison, hein. Ouais, donc on nous dit pas la vérité, mais je pense que les journalistes font pas leur boulot parce que ce qui se passe du côté des forces loyalistes et des forces régulières, ça ne les intéresse pas parce que de toute façon Bachar est un monstre, c'est lui qui a tué de sa propre main 240 000 personnes. Oui, c'est ce qu'on nous explique ça. Oui, depuis le début, parce qu'il n'y a pas des morts des deux côtés, parce que seuls les morts sont des bons morts, c'est-à-dire tués par le boucher. C'est comme ça Fabius avait qualifié Bachar el-Assad. Ouais. Il ne mérite pas de vivre, selon lui. Il ne mérite pas de vivre, c'était un boucher. Si la clé de voûte de l'édifice tombe, c'est-à-dire c'est tout l'édifice qui s'écroule. Alors là, on assistera à un bain de sang, ce à quoi on a assisté d'ailleurs. En Libye. En Libye, tout à fait. Après les fondations. Il fallait éviter un bain de sang, nous avait dit M. Bernard-Henri Lévy. J'ai entendu Sarkozy, toujours lui, l'autre jour, sans honte, dit ah oui, mais nous avons vraiment évité un bain de sang, si c'était à refaire, je recommencerais. Bah, dis donc. Ça, c'est pareil. Pourquoi il n'y a pas. Non, mais personne ne reprend ce Sarkozy. Personne ne le reprend, quoi, sur une affaire comme ça, parce que sur la Syrie, c'est pareil. Il l'a dit, je l'ai entendu, il y a quelques jours. Ça, c'est totalement crédible, parce qu'il ne regrette rien, Sarkozy. Il a dit, je regrette rien, je recommencerai. Il recommencera. C'était peut-être sur France Culture ou France Inter le matin. Il a dit, non, si c'était ça, je recommencerai. Voilà, lui, il trouve ça. On a évité un bain de sang, mais le bain de sang, c'est eux qui l'ont fait. Et là, c'est exactement, on est en train de refaire la même chose avec la Syrie, puisqu'on, quelque part un peu différemment, mais c'est un peu le même scénario. Le pays est en ruine, mais il y a déjà des parlementaires qui sont allés, ils sont des gens avisés, parce qu'il va falloir reconstruire la Syrie si ça se calme. Donc il faudrait que les entreprises françaises y soient. C'est quand même un marché assez juteux dans la reconstruction. Là, il y a du boulot. Il y a du boulot, c'est quand même extraordinaire. Vous voyez justement à Damas, vous passez le long du quartier, c'est Stalingrad. Ouais. À Damas même. À Damas même, ouais. C'est ce que nous avait expliqué sœur Maria Magnès, qui nous disait ça rappelle la Seconde Guerre mondiale, les bombardements de Dresde, tout est détruit dans un quartier. Donc ça aussi, c'est des choses que j'ai pu observer là-bas. Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'armée syrienne libre, où elle ne sera, mettre des gens sur les toits pour empêcher les bombardements, ils les mettent dans des cages. D'accord, ah ouais. Ah oui. Et que la guerre à Damas se déroule en partie sous terre, mais on ne veut pas inonder ou gazer. L'État syrien n'utilise pas les gaz parce qu'eux-mêmes utilisent des tunnels, et vous avez à certains endroits jusqu'à 15 couches de tunnels. Donc les gens sont dans des tunnels et remontent la nuit pour combattre. D'accord. Sous Damas. Sous Damas. Ouais. Mais pas le centre-ville. Oui, pas le centre-ville en périphérie. Mais juste à l'immédiate périphérie. D'accord.
Le quartier chrétien de Bab el-Touma, la porte de Saint Thomas, c'est le cœur ancien, c'est la vieille ville de Damas. Pas loin de la mosquée des Omeyyades, donc c'est ça? C'est pas loin de la mosquée des Omeyyades, vous avez tout compris. D'ailleurs, il y a des requêtes qui sont tombées sur la mosquée des Omeyyades, ce qui devrait être un lieu saint pour les musulmans, parce qu'il y a un hadith qui nous explique que le Messie doit revenir par le minaret nord de la mosquée des Omeyyades, qui est aussi le tombeau de Jean-Baptiste, de Saint Jean-Baptiste. Ouais. Il y a un grand tombeau qui est honoré par tous les musulmans, bien entendu, et le Messie, c'est d'autre que le fils de Marie. Donc c'est Jésus qui C'est Jésus qui doit revenir, qui est le Messie des musulmans. D'accord. Ce que personne ne dit jamais, évidemment. Je parle des musulmans orthodoxes, pas des fous wahhabites, évidemment. Oui, mais alors justement, parce que en Syrie, donc depuis cette intervention russe, est-ce qu'on peut dire clairement aujourd'hui, parce que ça c'est pareil, on n'a pas vraiment de vision sur le bilan de cette intervention russe, mais est-ce qu'il y a une avancée? Est-ce qu'on peut dire il recule? C'est très net. L'aviation russe protège, couvre la progression des troupes à la fois de l'armée régulière syrienne, l'armée arabe syrienne, puisque la Syrie est un État pan-arabe, les gardiens de la révolution iranien et le Hezbollah. Oui, parce que le Hezbollah aussi a des troupes au sol. Donc le Hezbollah, on sait effectivement qu'il y a des troupes iraniennes au sol et l'armée régulière. Et tout ça est couvert par l'aviation russe. D'accord. Donc il y a des avancées réelles. On peut dire qu'il y a une avancée réelle. Ben, je vous dis, au fond, les Russes ont sauvé la mise. Ouais. Oui, parce qu'on Ils l'ont sans doute pas fait gratuitement, il faut être honnête. Sans doute ont-ils négocié. C'est le gouvernement central de Damas qui les a appelés au secours. Oui. Mais sans doute ont-ils négocié l'installation de bases permanentes, de bases aériennes, à l'attaquer ou autre, le renforcement de leur présence en Méditerranée orientale. Ce qui est de bonne politique. Ce serait absurde de faire autrement. C'est-à-dire de faire le cochon qui dégage la truffe, qui trouve la truffe, et après on leur a dit, écoutez messieurs, merci, puis maintenant vous fermez le port de Tartous, vous quittez votre base de l'attaquer, adieu, au revoir. Oui, pour le moment, les Russes sont partis donc pour s'installer, on va dire, durablement, en tout cas. Au Proche-Orient, ils reviennent. La Russie est de retour. Il est de retour. Pas très loin de ses bases, mais quand même à plus de 1000 km. Elle remanifeste sa présence, qui avait disparu, je vous rappellerai, vous vous souvenez, en 2000, c'était l'épisode du Kursk, le super sous-marin nucléaire qui a coulé dans la mer de Barents. Et à cette époque-là, je vous dis, c'est une information qui est aujourd'hui complètement oubliée, qui est passée à l'as à l'époque. Après ces grandes manœuvres à laquelle participaient de hauts dignitaires de l'armée chinoise, d'ailleurs, on devait faire la démonstration d'une torpille à cavitation tueuse de porte-avions, une torpille qui se déplace en créant un vide sous l'eau à plus de 400 km/h. Vous voyez, c'est des engins inouïs. Donc le Kursk devait se rendre en Méditerranée orientale, et Arafat devait déclarer unilatéralement la création de l'État palestinien. Le Kursk n'est jamais allé en Méditerranée orientale, s'il y était allé une fois auparavant. Il n'y est jamais allé, puisqu'il a sombré, et il n'y a pas eu de déclaration de l'État palestinien, qui n'existe toujours pas. D'accord, mais en plus on n'a pas trop la vérité sur cette affaire du Kursk. Comment il a... Alors ça, c'est pas moi qui vous le dirai, mais en tout état de cause, il devait se rendre. Arafat devait déclarer unilatéralement la création de cet État. Alors bien sûr, depuis, il y a eu des avancées. On a reconnu, l'UNESCO a reconnu la Palestine. Il y a eu aussi des avancées par l'Assemblée, à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais il n'y a toujours pas officiellement d'État palestinien. Oui, non, ça toujours. Alors, j'ai pas dit que le Kursk est-ce un accident, n'est-ce pas? Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. En tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui. Moi, mon sentiment, ça a été qu'il y a eu les Russes ne sont pas intervenus tout de suite, n'ont pas fait intervenir les sous-marins norvégiens de sauvetage, alors qu'ils auraient certainement pu le faire. Je pense qu'il y a eu 24 heures d'extrême tension. On le saura beaucoup plus tard, un peu comme l'affaire des missiles de Cuba. Oui. Je pense qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu un bras de fer terrible, et puis les choses sont retombées.
Mais peut-être apprendra-t-on un jour qu'il y a eu entre l'Est et l'Ouest, il y a aussi un moment véritablement critique. Ouais. Parce qu'on voit aussi que la Russie, et puis même, je veux dire même côté occidental, on cherche à éviter cette confrontation frontale. C'est ce que je viens de dire, enfin c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que visiblement Obama, non pas se désintéresse du Proche-Orient, mais veut se dégager. Il est d'ailleurs en cela très bien conseillé par des hyper mondialistes, ceux qui ont une vision stratégique à très long terme, style Zbigniew Brzezinski, et ils savent très bien qu'ils doivent redéployer leur dispositif en Asie, où là réside le véritable danger. C'est du côté de la mer de Chine ou de la mer du Japon qu'il faut être, et non plus perdre son temps, alors que l'Amérique est riche de ses gaz de schiste, et que l'importance géo-énergétique du Proche-Orient est en train de décliner rapidement. D'accord. Parce que ça aussi, ah oui, tension en mer de Chine, ou avec la Chine, on va dire, qui revendique les îles Prasley. Taïwan. Et Taïwan. Bien que les choses se normalisent apparemment, un petit peu, se calment. Il va y avoir une visite à Taïwan, ou le contraire, à Pékin. Il y a des visites, il y a des échanges. On sent qu'il y a de ce côté-là, là aussi, une volonté de calmer le jeu. De détente, ouais, on va dire. De détente. Mais enfin, la Chine, c'est un gros morceau. Hein. Puis la Chine qui est rentrée de plein pied dans ce conflit syrien, ça aussi, c'est assez étonnant. Pas encore. Non, ils ont envoyé 1000 fusiliers marins et puis leurs porte-avions. Non, ça c'est des conneries. Ah, c'est des conneries, ça. Ça a été apparemment, c'est des annoncé conneries. partout. Mais partout, je vous dis, il faut faire très attention, même au site de la dissidence. J'ai vu un beau jour apparaître le porte-avions chinois, Trucmuche, là, Longue Marche, donc c'est des fusées qui s'appellent Longue Marche, est à quai dans le port de Tartous. D'abord, j'ai jamais vu un porte-avions à quai. Moi, jamais. Ils peuvent pas, ils sont forcément en haute mer. Il y a un tel tirant d'eau, mais on n'a jamais vu. Personne ne l'a vu passer le canal de Suez. Il y a énormément. C'est comme ça qu'on discrédite. Il est très difficile aujourd'hui de faire le tri. Oui, alors, je fais confiance modérément, mais je fais confiance au Wall Street Journal, par exemple, ou Washington Post. Quand c'est eux qui le disent, je me dis il y a plus de chances que ça soit pas tout à fait faux. Je vais chercher l'information, pas chez ceux qui prennent leur désir pour des réalités. Voilà. D'accord. Donc cette information chinoise, pour le moment, à mettre en suspens. Très largement. Les Chinois sont là, mais ils sont prudents. De toute façon, ils ont intérêt à être présents d'une façon ou d'une autre, puisque apparemment, certains hauts cadres de Daesh seraient des Ouïghours, venant donc du Xinjiang. Ils ont eu quand même pas mal d'attentats, d'attaques dans des gares, d'attaques au couteau, mais qu'ils avaient 30-40 morts. Hein. C'est pas des plaisanteries. Comme les Russes ont des combattants de Tchétchènes ou des gens donc de nationalité russe. Nationalité russe qui combattent de dans plusieurs les rangs milliers qui combattent, ou des Turkmènes qui combattent donc dans les rangs de l'État islamique. D'accord. Parce que la Chine, donc, avec ses tensions en mer de Chine, avec les États-Unis. La planète se porte pas très bien. Alors, on nous fait brère avec le réchauffement climatique, mais c'est le réchauffement politique qui est même les surtensions politiques. Les surtensions politiques, avec on sent quand même la volonté des gros Russie et États-Unis de pas tomber dans un affrontement. Vous remarquerez que cette grande messe climatique tombait bien, avec le soi-disant traité universel qui ne représente rien, qui ne dit rien, qui ne tombait la veille des élections. Donc le gouvernement soignait la planète. C'était quand même là, l'agenda était particulièrement la synchronie était particulièrement réussie. Réussi pour eux. On va dire. Réussi pour eux. Donc ça a permis de booster un peu. Ils ont gardé 5 régions. En tout cas, ce malheureux parti communiste, ce malheureux parti socialiste se porte vraiment très mal, et la France avec lui, puisque si vous regardez bien l'histoire, là je ne vais pas développer, mais à chaque fois que les socialistes ou les radicaux socialistes au départ sous la Troisième République ont été au pouvoir, on a toujours eu des guerres, tout le temps.
1936, le Front populaire, 3 ans après, 1939, on est en guerre. Et c'est nous qui déclarons la guerre, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut pas jamais l'oublier. Il ne faudrait jamais l'oublier. C'est l'Angleterre puis la France. C'est nous qui déclarons la guerre. Et après, des guerres. Pendant la 4e République, on a la Corée, nous avons l'Indochine, puis l'Algérie. Monsieur Mitterrand était garde des Sceaux. La guillotine tombait. Monsieur Mitterrand, garde des Sceaux, avec un Premier ministre qui s'appelait Guy Mollet. Les têtes des Félagas tombaient. Je ne porte pas de jugement de valeur, elles tombaient. Des gens qui après sont venus nous bassiner avec leur tolérance, tous azimuts, etc. Et qui se sont fait élire d'ailleurs sur cette tolérance, sur cette prétendue tolérance. Donc la guerre, et les guerres reprennent dès que le cycle post-De Gaulle, c'est-à-dire Pompidou, immédiatement après De Gaulle, Pompidou et Giscard d'Estaing se termine. On entre avec, on a comme candidat éternel, on a le radical socialiste Chirac, mais Mitterrand arrive, et là on repart dans un cycle de guerre. Mitterrand arrive en 81, il y a une guerre au Tchad, une guerre assez dure. L'affaire de Bizerte, c'est avant, il y a une crise dure avec la Tunisie. L'affaire de Bizerte, aujourd'hui, totalement oubliée. Mais la France fera beaucoup de morts à Bizerte. Donc il y a le Tchad, et puis après on va repartir sur les guerres du Golfe. Guerre du Golfe. Enfin bon, la première, et puis ça sera le Kosovo, la guerre de Yougoslavie, qui est une guerre juridiquement illégale. Il n'y a pas l'aval des Nations Unies, c'est une guerre totalement en contradiction avec le droit international, et c'est pourtant le temps qui l'a conduit. Et puis toutes les guerres que vous connaissez, en 2003 nous ne sommes pas en Irak, mais là maintenant on a la guerre du Mali, on intervient aussi en Centrafrique, j'en passe les meilleurs, on intervient partout. Voilà, on a intervenu aussi en Bosnie, on a des troupes positionnées dans le sud Liban, donc on a la guerre de Libye, et puis maintenant la Syrie, où nous sommes intervenus, on intervient depuis le début, mais par force spéciale interposée, par services spéciaux interposés, à petite dose, mais nous sommes véritablement présents. Donc la France de gauche est une France constamment en guerre. Reprenez le calendrier, regardez, faites coïncider les pouvoirs de gauche en France et le calendrier des guerres. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Et également, je termine sur ce point, c'est que tous les pouvoirs socialistes qui sont partout installés, mais partout, pas seulement en France, en général, c'est la faillite assurée très rapidement. Très rapidement. On le voit, bien sûr, il y a eu la chute des cours du pétrole, Maduro au Venezuela. Maduro n'est pas Chavez, il n'a pas son charisme, il n'a pas son envergure intellectuelle. Le Venezuela vient de changer de main, mais le Venezuela est dans un état de déshérence économique remarquable. Et donc ils font lit, les socialistes de certaine façon font lit de tous les gouvernements réactionnaires. Je dis bien réactionnaires, pro-américains, puisque c'est eux qui vont financer les alternances. Parce que là aussi, pour ce qui est justement de l'engagement de la France, il y a aussi certaines informations qui vont dans ce sens-là sur des financements éventuels de Boko Haram, où il y a des officiers français qui se sont fait prendre la main dans le sac apparemment au Cameroun par l'armée camerounaise. Ce sont des affaires que je ne suis pas, mais j'en ai effectivement entendu parler. Alors, il ne faut pas non plus trop charger l'armée française, ça mériterait d'être vérifié, mais c'est vrai aussi qu'on ne prête qu'aux riches, et qu'on a tellement baigné nous-mêmes dans des coups tordus que rien aujourd'hui n'est impossible ou inenvisageable. Voilà, c'est une nouvelle façon de faire la guerre, ça par proxy, comme ça, avec des groupes armés. C'est les nouvelles formes de guerre. Ouais, c'est parce que c'est. Sont des guerres conventionnelles, non conventionnelles, sont des guerres asymétriques, mais qui sont des guerres terroristes, sont des guerres de subversion. C'est d'ailleurs pour un scientifique, ce serait assez intéressant à étudier. Ouais, parce que ça veut dire que c'est très compliqué pour le kidam quand même de comprendre ce qui se passe. Regardez, il y avait un film de Ridley Scott dont j'ai oublié le nom, qui était intéressant, où on crée virtuellement, avec Internet, en créant des faux comptes financiers, en rapprochant des photos sur Facebook, on crée un faux groupe terroriste. D'accord. Vous l'avez pas vu, celui-là, il est pas mal. C'est pas mal, mais de création totalement virtuelle, avec des personnages réels, mais le groupe était virtuel.
on disait ils se sont rencontrés dans tel hôtel, mais tout était bidon, et on arrivait à inventer une entité inexistante, mais elle devenait plus réelle que le réel. Ça me dit quelque chose, mais ça me fait penser à quelque chose du réel. Ridley Scott fait de très mauvais films, il en fait aussi de très bons. Bon, ouais. Mais c'est quand même extraordinaire parce que justement les gens sont complètement un peu désemparés, désarçonnés par pour la lecture des événements, ça devient extrêmement compliqué, quoi. Ne blâmons pas le bon peuple qui se trompe lorsqu'il glisse son bulletin de vote dans l'urne. Comment voulez-vous vous retrouver? Oui. Même en étant spécialiste, même si les sites dits de la dissidence ne sont pas sérieux, relayent eux-mêmes de la désinformation. Donc le désinformé devient un excellent désinformateur, le meilleur qui soit. Donc se discrédite aussi à qui se fier. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Comment voulez-vous vous déplacer dans le labyrinthe? Alors, s'il y a un moyen, c'est utiliser son grand bon sens, essayer d'aiguiser son regard, de faire, comme je vous l'ai dit, pour le porte-avions chinois qui était soi-disant amarré dans le port de Tartous. Bon, là, si on fait jouer à temps un peu ces ménages, on se dit c'est pas possible. Oui. Il y a un truc qui... Il y a un truc qui va pas, quoi. Bon, il y a sources et sources. Essayons de trouver les bonnes sources. C'est pas commode. C'est pas commode parce que même l'AFP nous désinforme. Il faut savoir lire à travers les lignes dans les dépêches de l'AFP. Sputnik News, c'est l'ancienne agence TASS chez les Russes. Eux, ils plaident pour leur chapelle, ce qui est normal. Mais il faudrait demander à tous les journalistes de nous donner les informations les plus précises, les plus objectives possibles, qu'on puisse se faire une idée exacte. Au fond, il y a un grand djihad qu'il faut conduire. Vous et moi. Nous tous ensemble, c'est le djihad de la vérité. Seule la vérité nous rendra libres, seule la vérité nous affranchira, et aujourd'hui il faut faire la guerre avec cette arme suprême qui est la vérité. Encore faut-il pouvoir la trouver, l'atteindre, c'est une pépite qui se fait rare de nos jours. Oui, bien sûr, un peu de nos informations. On va faire une pause, je pense que la régie, elle est prête, c'est parfait. Voilà, donc deuxième pause, et puis on revient juste après. Et allez-y, posez vos questions, donc on va répondre ensuite aux questions des métanautes en troisième partie, comme c'est l'habitude, vous avez l'habitude. Donc on se rejoint juste après, à vous.